l'idée c'était de mettre un peu d'ordre et de voir plus clair dans tout ce beau rayon qui devrait donc représenter vraiment la base de notre alimentation. Première chose, la différence entre un fruit et un légume. Bien, le noyau. Donc effectivement, dans les fruits, il peut y avoir un noyau parce que les fruits, la définition, c'est que c'est la transformation d'une fleur après fécondation et qui va effectivement contenir les graines ou le noyau qui vont permettre à la fleur de se reproduire, à la plante de se reproduire. Ah mais dans le légume, on mange tout. Et le légume, c'est la définition, c'est une plante potagère dont on mange tout ou une partie. Donc c'est très vaste. Alors, comment est-ce qu'on peut classer toutes ces familles? On va commencer par la classification des fruits, qui n'est pas franchement super intéressante. Je vous les dis vite. Il y a les fruits à noyaux, il y a les fruits à pépins, comme la pomme et la poire, les baies et les fruits rouges, myrtilles, fraises, framboises, etc. Les agrumes, les fruits à coque, il y en a un peu moins ici, elles sont plus là-bas, donc tout ce qui est amandes, etc. Et les fruits exotiques, qui en général se trouvent ici. Donc ça, c'est la classification des fruits. Pour les légumes, ça va être beaucoup plus intéressant. Alors, comment est-ce qu'on pourrait classer les légumes? Première idée. La couleur. Par couleur, effectivement. Donc, on peut les classer par couleur. Ça va être assez facile à faire. L'indication que ça va nous donner, c'est que chaque couleur apporte des composés différents et qu'il va être important dans notre alimentation de bien varier et de manger toutes les couleurs. En tout cas, sur la journée, essayez d'avoir du rouge, du vert, du bleu, du blanc, de l'orange, tout ça dans votre assiette. La couleur la plus représentée est le vert, qui va nous apporter de la chlorophylle. Et si on se remet un peu au temps de nos ancêtres, c'était ça la base de leur alimentation, surtout au printemps. Si vous sortez au printemps dans votre potager, il n'y a quasiment que des feuilles vertes. Donc essayez vraiment d'avoir à chaque repas un petit peu de vert, c'est très important. Donc, on parlait des couleurs, pour peut-être préciser, on voit quand même assez fort en regardant par là que la couleur la plus représentée, c'est le vert. Et c'est vraiment ce que nos ancêtres mangeaient le plus. Si eux devaient sortir dans nos jardins actuels, ils sauraient tout ce qu'on peut manger. Nous, on a un peu oublié, mais les orties, les pissenlits, le plantain, tout ça se mange. Donc on devrait manger beaucoup de feuilles vertes. Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'il y a dans les feuilles vertes? Qu'est-ce qui donne la couleur verte? Ça, on le sait en général, c'est la chlorophylle. Et donc ça, c'est vraiment un composé très important, très antioxydant, à consommer très régulièrement, si possible à chaque repas. Autre couleur bien représentée, c'est l'orange, jaune, carotte, etc. Ça, c'est les caroténoïdes, autre famille importante aussi. Et sinon, on a tout ce qui est plus bleu, tout ce qui est plus blanc. Voilà. Donc bien varier les couleurs, mais vraiment mettre l'accent sur ce qui est vert. Alors, autre façon de classer les fruits et les légumes, ça c'est la façon un peu j'étale ma confiture, je montre que je sais beaucoup de choses, mais ça ne sert pas à grand chose dans le quotidien. C'est selon la famille botanique. Donc on se retrouve avec des noms compliqués, genre composés, ombilifères, liliacées, chénopodiacées. Un qu'on connaît un peu, c'est cucurbitacées, crucifères, ça on connaît aussi, lamiacées. Bon, vous aurez les détails par écrit, mais franchement, ça ne s'utilise pas tous les jours. Ce qui est intéressant à savoir, par exemple, c'est que la majorité des fruits de nos régions, ce sont des rosacées. Voilà. N'allez pas souvent l'utiliser. Alors, après, une classification beaucoup plus utile. Les saisons. Les saisons. On va y revenir juste après. Mais ici, c'est selon la partie de la plante consommée. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a près de nous? On a tout ce qui est feuilles. Évidemment, ça on vient déjà de le dire. On a pas de carottes aujourd'hui? Si, dans le petit bac. Voilà, les carottes, donc légumes racines, tout ce qui pousse sous la terre. On a les légumes tiges, comme par exemple le fenouil. On a tout ce qui est bulbes, qui sont là-bas derrière, les oignons, ail et tout ça. On a les fleurs, comme les choux-fleurs, peut-être pas là. Les artichauts, ça ce sont des fleurs. Le brocoli, ça c'est comique à faire si vous mettez du brocoli dans un vase avec de l'eau. Toutes les petites piques vertes du haut vont se transformer en fleurs. C'est vraiment une fleur. À faire. Qu'est-ce qu'on a dit? Les fleurs, les feuilles. Ah oui, les légumes fruits. Donc ça, si vous en avez déjà fait pousser dans votre jardin, tout ce qui est concombre, courgettes, tout ça, ce sont des légumes fruits.
Légumes à bulbes, on a dit, les tubercules, donc topinambour, pommes de terre, les légumes graines, ça c'est facile à voir aussi quand vous ouvrez des haricots, surtout des petits pois, il y en a pas beaucoup pour l'instant, Non. mais il y a des graines à l'intérieur. Il y a le maïs aussi, qui est composé de plein de petites graines. Et voilà, les légumes racines, on a dit, les légumes tiges, où là les plus connus c'est l'asperge et le céleri. Donc ça vous allez avoir aussi. Quand on classe les légumes de cette façon-là, il y a deux familles qu'on ne sait pas faire rentrer dans cette classification, ce sont les algues et les champignons, qui sont un petit peu à part. Alors, tu disais la saison, tout à fait. Donc manger de saison, on le dit tout le temps, c'est très important, pour trois raisons. Pour la santé, on va y revenir, pour l'écologie, parce que si vous faites venir, je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre comme exemple, mais c'est l'été, en hiver c'est évidemment plus flagrant, mais vous faites venir un légume de loin ou encore pire, un fruit, ça va consommer du kérosène. Carburant, ou bien il a été fait sous serre, chauffé. Tout à fait. Et alors il y a le portefeuille aussi, bon là en été ça va peut-être être moins flagrant, mais en hiver quand on voit la différence de prix entre un brocoli et un chou vert qui a beaucoup en hiver, ça va, souvent le brocoli coûte 5 fois plus cher. Donc ça permet de manger bio pour beaucoup moins cher si on respecte les saisons. Vraiment le point important pour moi c'est le point de vue santé aussi, parce que la nature a tout prévu et ce qui pousse chez nous est adapté à ce qu'il nous faut à ce moment-là. Ouais. Un exemple, imaginez que je vous fais dormir sous tente en décembre. Il y a 5 degrés dehors, vous devez dormir toute la nuit sous tente, vous vous levez le matin, vous n'avez pas eu chaud pendant la nuit, et j'arrive et je vous propose soit une bonne soupe chaude, soit un jus d'orange bien froid. Mettez-vous dans la situation, est-ce que de quoi vous allez avoir envie après une nuit bien froide, plutôt la soupe ou plutôt le jus d'orange? Les soupes, c'est bon. Plutôt la soupe. Par contre, la même nuit, je vous fais dormir dans une chambre d'hôtel et le matin vous arrivez au buffet, vous avez bien chaud pendant la nuit, il y a du jus d'orange, il y a de la soupe, vous allez probablement prendre le jus d'orange. Parce que là, vous n'êtes plus quelque part en harmonie avec ce qui se passe vraiment à l'extérieur. Vous êtes leurré par la modernité, par le chauffage et tout ça. Mais le corps ne l'est pas. Le corps est vraiment en harmonie avec ce qui se passe dehors. Autre exemple, vous essayez de faire germer des graines en hiver. Ça va marcher, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors qu'au printemps, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que la graine, même si elle est dans votre cuisine, est quand même quelque part en harmonie avec cette situation de dormance qu'il y a à l'extérieur due à la température froide. Donc quelque part, notre corps est toujours en harmonie avec la saison qui se passe à l'extérieur, même si on est dans nos maisons chauffées et tout ça. Donc si vous buvez jus d'orange ou vous mangez beaucoup d'orange en hiver, c'est aberrant. Et on se refroidit. On se refroidit et les Chinois diraient, médecine chinoise, yin-yang, c'est la porte ouverte à beaucoup plus de maladies. Donc on est censé vraiment respecter cet équilibre. On nous bassine tout le temps les oreilles en disant que la vitamine C de l'hiver, c'est tout ce qu'on voit ici, donc les citrons et les oranges et tout ça. C'est vrai pour les gens qui habitent au sud de l'Italie ou en Afrique, où l'orange pousse en hiver. Chez nous, au mois de décembre, ça pousse pas dans mon jardin. Quelle était la vitamine C de nos ancêtres? C'est ce qui poussait dans nos jardins en hiver. C'est-à-dire, est-ce qu'il est là, mon chouchou rave? Ah oui, il est là-bas. Ouais. Donc là, par exemple, donc le chou était vraiment la source de vitamine C de nos ancêtres. Et le chou rave, bon là c'est je vais quand même prendre un autre parce que sinon un blanc. On va croire qu'ils sont tous mauves. Donc il y a des verts, il y a des mauves. Le chou rave, ça c'est un super bel exemple parce qu'il contient plus de vitamine C qu'une orange. Mais évidemment, il faut le consommer cru. La vitamine C étant très fragile, si vous le faites cuire, vous allez en perdre. Le persil aussi, c'est bien. Le persil est aussi très riche en vitamine C. Maintenant, en hiver, dans le jardin, le persil, c'est un peu plus difficile. Alors que vraiment, toute la famille des choux est le plus cru possible. Que faisaient nos ancêtres pour avoir du chou cru en hiver? Ils prenaient un chou blanc en été et ils le transformaient en... Le mot n'est pas là, choucroute. Choucroute. En choucroute. Voilà. Et dans la choucroute, il y aura plus de vitamine C que dans le chou comme ça. Ça va vraiment se développer pendant la fermentation. Plus de vitamine B, plus de vitamine K. Donc ça, ce sont vraiment les vitamines C de l'hiver.
Donc pensez-y, quand vous devez choisir vos fruits et les légumes, essayez vraiment de consommer de saison. Point de vue fruits, en hiver, c'est pas super sexy chez nous parce qu'il reste pas grand chose. En attendant, pour l'instant, c'est pas le cas parce que c'est pas la saison, mais on tournerait cette vidéo au mois de novembre, on aurait probablement 6, 7, 8 sortes de pommes différentes, 3 sortes de poires, et on peut vraiment s'amuser parce qu'elles ont des goûts très différents. On peut les faire sécher, on peut les faire au four. Donc essayez vraiment d'adapter et de prendre de plus en plus de fruits et légumes de saison. En été, par contre, là, le rayon fruits est splendide. Bon, même si tout ne vient pas de tout près, évidemment, l'ananas ne pousse pas ici. Mais si on a un bel été, on pourrait quasiment faire pousser un ananas ici. Et même si l'orange, il vient d'où là pour l'instant, d'Espagne, mais à la limite, là, pendant l'été, l'orange aurait pu pousser ici. Donc moi, quand je mange des oranges, c'est maintenant. C'est en été, quand il fait dehors, comme il fait dans le pays où l'orange a poussé. Donc deux saisons très importantes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, ce qui est super intéressant à dire aussi, c'est que, encore une fois, la nature a tout prévu. Donc en hiver, elle prévoit des petites feuilles très riches en nutrition, comme la mâche, comme le pourpier. Et en été, vous allez avoir des grands fruits et des grands légumes très aqueux, la pastèque, le concombre, parce qu'on a besoin d'eau pour s'hydrater. Donc là aussi, la nature a de nouveau tout prévu. Et les légumes les plus sucrés, comme le potiron, pour l'instant, c'est pas la saison. Il y en a là derrière, on peut aller les voir. Ça va commencer. Ah bah oui, donc ça commence déjà maintenant, mais fin de l'été ce sera encore beaucoup plus fort. Donc fin de l'été on retrouve les légumes les plus sucrés. Pourquoi? Parce que c'était vraiment la saison pour nos ancêtres pour faire des réserves de sucre. Stock. Le sucre qui va se transformer en graisse, ça leur permet de se faire une petite couche de graisse pour survivre à l'hiver après, où eux en général n'avaient pas grand chose à manger. Donc tout est prévu, reste à nous renseigner pour savoir vraiment quels sont les fruits et les légumes de saison. Vous avez déjà un beau calendrier là, et l'idée ce serait d'avoir, normalement la centrale voulait créer un tableau par saison pour les clients et pour les employés aussi. Dans le folder aussi, hein, et dans le folder, il est splendide. Ah oui, l'idée c'était de reprendre par saison du folder et de l'accrocher quelque part pour pouvoir aussi répondre aux clients, tiens, pourquoi est-ce que maintenant il n'y a pas de pourpier, ou en tout cas du pourpier d'hiver, parce que c'est pas la saison. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Point de vue classification, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, ce que je voulais voir avec vous, c'est pourquoi, il faut peut-être aller voir là. Ouais, carrément. Pourquoi est-ce qu'on nous dit tout le temps qu'il faut manger des fruits et des légumes? Qu'est-ce qui nous apporte? Donc les fruits et les légumes. Des vitamines, des fibres, de l'eau d'excellente qualité, des micronutriments, des minéraux. Exactement. Tout ça quoi. T'as tout dit. Voilà. Les antioxydants dont on a parlé avant, et alors un petit peu de sucre sous forme de fructose. Mais voilà, il y a effectivement tout ça dedans. Et grand avantage, ils sont alcalinisants. On va en reparler. On va peut-être d'abord commencer par les fibres, parce que ça c'est vraiment un des rayons qui va apporter le plus de fibres avec le rayon céréales et légumineuses, et alors un petit peu les oléagineux dont on va parler la prochaine fois. Donc on a besoin de fibres, et il existe deux types de fibres. Alors il y a des fibres hydrosolubles, liposolubles, c'est ça? Il y a des fibres solubles, il y a les fibres insolubles. Donc les fibres insolubles, comme le nom le dit, elles vont pas se dissoudre et elles vont passer dans nos intestins et ressortir à la suite. Donc ça, elles font vraiment balai intestinal. Elles vont permettre de nettoyer nos intestins, de faire avancer le transit correctement pour qu'il n'y ait pas de constipation. Ça, on va en général retrouver plus les fibres insolubles dans la peau des fruits et des légumes. Pas seulement, mais il y en a plus dans la peau. On les retrouve aussi beaucoup dans tout ce qui est feuilles. Vous avez par exemple le kale qui va être plein de fibres insolubles. Et on les retrouve aussi dans les céréales, dans les légumineuses, dans les oléagineux. C'est ce qu'on appelle la cellulose. Donc, la cellulose, nous, on ne sait pas la digérer, mais c'est très bien comme ça, elle a un autre rôle. Après, on a les fibres solubles, qui elles vont en partie être dissoutes dans nos intestins, et c'est très bien parce qu'elles vont venir nourrir nos petites bactéries,
sont tellement importantes pour tout ce qui est immunité, ça on peut en parler lors d'un autre cours. Donc on a 2 kg de bactéries dans les intestins, en général, qui ont besoin d'être nourris parce qu'ils représentent 80% de notre immunité. Et justement, ces fibres solubles vont être leur alimentation. C'est ce qu'on appelle les prébiotiques. C'est ce qu'on appelle les prébiotiques, tout à fait. On les appelle aussi pectine, mucilage, fructane, mais bon, on les regroupe sous le grand nom de prébiotiques. On va retrouver, il y en a une qui est connue, c'est l'inuline, qu'on retrouve par exemple dans le salsifis, qu'on retrouve beaucoup dans le topinambour. Oui. Donc attention, si vous n'avez jamais mangé de topinambour, ne commencez pas par une grosse soupe au topinambour, parce que vos bactéries vont être tellement contentes, il va y avoir tellement de fibres que vous risquez d'avoir beaucoup de gaz. Donc doucement avec les topinambours. Et donc c'est ça, la présence de gaz dans ces cas-là, c'est le fait qu'elles soient nourries et du coup c'est leur déchet métabolique ou... Alors ça dépend vraiment d'un organisme à l'autre. Quand je parle avec mes clients du problème du topinambour dans un groupe, j'ai toujours la même réaction. Il y en a qui vont dire comme moi, ah oui quelle horreur les topinambours, ça m'a provoqué plein de gaz, et d'autres qui vont dire moi ça me fait rien. Okay. Ça doit être une différence de flore, de réaction, je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi il y en a qui réagissent et qu'il y en a qui ne réagissent pas. Mais ce sont les sucres complexes qui se trouvent aussi dans tout ce qui est légumineuse, qui peuvent aussi avoir cet effet-là, qui peuvent provoquer ces flatulences et ce gaz excessif. Ce qui est important, c'est de bien cuire les légumineuses, et dans le cas de tout ce qui est topinambour, c'est vraiment faire attention à la dose. Donc on y va doucement et on augmente la dose progressivement pour que la flore s'habitue. Okay. Mais donc important de manger des fruits et des légumes pour justement bien nourrir notre flore intestinale. Et là, les prébiotiques vont plus se trouver dans la chair, plus que dans la peau. Okay. Il y en a qui sont connus particulièrement pour tout ce qui est prébiotique, mais le psyllium est connu aussi. Bon, c'est pas un fruit ou un légume, on en reparlera à un autre moment, ça va être abordé dans un autre cours, je suppose. Les pruneaux, les Je ne savais pas que le psyllium était un prébiotique, je pensais qu'il n'avait aucune action sur les bactéries, qu'il faisait juste du balayage. Non. Ok. Non. Donc il semblerait, en tout cas, presque moi je sais que c'est un prébiotique. Un prébiotique, ok. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est fibres, rayon important. Et autre notion vraiment très importante, c'est la notion acide-base. Donc là on pourrait en parler très très longtemps. Pour faire simple, dire que tout notre corps est basique, c'est faux. On a des zones dans le corps qui sont très acides, par exemple l'estomac, mais il y a une valeur qui ne peut quasiment pas bouger, c'est la valeur du sang, le pH du sang. Et le corps, toute notre vie, va devoir réguler ce pH en fonction de ce que nous mangeons, du stress que nous vivons, etc. Donc, plus vous allez manger une nourriture acidifiante, plus vous allez stresser, plus le corps va devoir lâcher des minéraux pour équilibrer le côté acidifiant de nos modes de vie. Qu'est-ce que ça provoque à la longue? Ça peut provoquer une déminéralisation, puisque le corps doit lâcher des minéraux, calcium, magnésium prioritairement, et donc on se retrouve par exemple avec de l'ostéoporose. Donc ça c'est un résumé très solide pour parler de tout ce qui est acide-base. Donc quelque part le rôle de notre alimentation, c'est d'amener au corps des minéraux en suffisance pour qu'il n'ait pas besoin d'aller vider les stocks. Et donc les fruits et les légumes sont vraiment, de tout le magasin, quelque part, la seule catégorie d'aliments qui va nous amener des bases. C'est pour ça que les fruits et les légumes doivent vraiment représenter la moitié de notre assiette à chaque repas. Et les légumes sont encore plus importants que les fruits. Avec les fruits, on a le problème, si on en mange trop, que ça peut apporter trop de sucre, problème qu'on ne va pas avoir avec les légumes. Donc on a dit il y a tout ce qui est fruits et légumes. Il y a aussi, point de vue féculent, on les classe dans les féculents, mais il y a la pomme de terre et la patate douce. Hyper basique. Hyper basique. Donc là, par exemple, ça nous donne une indication que quand on mange, disons, de la viande, qui est très acidifiante, c'est pas pour ça qu'elle est mauvaise, mais elle est acidifiante, elle va par contre apporter beaucoup de protéines. En fait, tout ce qui apporte des protéines est acidifiant. Donc quand vous mangez un steak, il vaut mieux le manger accompagné d'une patate douce ou d'une pomme de terre et d'énormément de légumes qu'accompagné de riz ou de pâtes qui eux aussi vont être acidifiants. Donc c'est vraiment toujours ce jeu qu'il faut faire dans votre assiette, essayer d'avoir 75% d'aliments basiques
et 25% d'aliments acidifiants. Et le riz complet, il est aussi acidifiant? Le riz complet est assez acidifiant. Oui, il est aussi acidifiant et contient aussi des protéines. Il va apporter plus de minéraux. Voilà. Donc quelque part, il va moins déséquilibrer. C'est comme s'il dit, ok, je vais t'acidifier, mais je t'apporte quelque chose qui va te permettre de faire face à cette acidification. C'est la différence aussi entre un sucre blanc et un miel. Ils vont tous les deux être acidifiants, mais le miel va quand même apporter des nutriments que le sucre blanc ne va plus apporter. Mais on ne se nourrirait que de riz complet, sans légumes, à la longue, oui, ce serait acidifiant. Donc en pratique, jamais un repas sans légumes ou sans fruits. On peut consommer sans problème de 600 grammes à 1 kg de légumes par jour. Ça semble énorme comme ça. C'est énorme évidemment si on pense en termes de salade. Là, ça ne va pas être possible. Mais vous mangez du chou, vous mangez du potiron, ça peut tout de suite peser vite lourd. Et on arrive facilement à 600 grammes ou 1 kg de... Et si on prend, je sais pas, 300-400 grammes de légumes et qu'on les passe plutôt en extraction pour en faire un jus, ça vaut... Très bien, ça marche aussi. On n'a pas les fibres, mais... On n'a pas les fibres. Donc ça, les jus, ça a vraiment cet avantage d'être un concentré de nutriments qui est très facile à assimiler par le corps. Mais il ne faut effectivement pas oublier qu'il nous faut des fibres, on vient de le dire, et pour faire avancer le transit et pour nourrir nos bactéries. Donc n'oubliez pas sur la journée d'avoir un autre repas où vous allez avoir beaucoup de fibres. Mais si vous avez du mal à manger des légumes pour des enfants, faire des jus ou faire des smoothies qui sont plus faciles à avaler, ça peut aider à atteindre le quota. Et oui, comme je viens de le dire aussi, mais ça il faut y penser, le stress est acidifiant. Il n'y a pas que l'alimentation, donc ça on va pas l'aborder ici, mais c'est aussi un voleur de minéraux. Alors, dernier point théorique, les modes de cuisson. Vous prenez le meilleur légume, mais vous le tuez en le cuisant, je ne sais pas moi, au barbecue jusqu'à ce qu'il soit tout noir ou 1 heure dans l'eau où il aura perdu tous ses nutriments dans l'eau, il ne vous apportera plus grand chose. Donc essayez vraiment de respecter l'aliment en adaptant le mode de cuisson. Essayez de manger cru un petit peu tous les jours, il ne faut pas que du cru. Mon avis c'est l'homme s'est développé aussi grâce à la cuisson. Donc oui, cuire, mais les méthodes les plus respectueuses possibles. Donc il y a à la vapeur, cuire à la vapeur, et le wok. Mais le vrai wok, rapide, saisi, où rien n'est brun. Là où ça devient mauvais, c'est quand il y a une croûte brune qui est la réaction entre les protéines et les sucres. Donc ça, il faut éviter. La pression aussi, hein, c'est terrible. La pression, quand on cuit à la pression, on monte au-dessus de 100 degrés, donc on détruit beaucoup plus que quand on cuit à la vapeur, où la vapeur peut s'échapper, où là on reste en dessous de 100 degrés. Qu'est-ce qu'il y en a encore? On a la déshydratation. Donc déshydrater, c'est surtout créé pour tout ce qui est fruits. Ça permet de conserver des fruits de l'été pour les manger en hiver. Cuisson vapeur, on a dit, le wok, et alors essayez de garder votre four à moins 85, ça c'est évidemment l'idéal, c'est vraiment le four à température basse, mais parfois ça prend énormément de temps. Sinon, moi j'essaye au moins toujours de le garder à moins de 150 degrés, parce que c'est vraiment à partir de 150 degrés que ces réactions chimiques entre les protéines et les sucres, donc les réactions de Maillard, vont commencer à se former. Et on sait tout cuire à 150, il suffit juste de laisser un peu plus longtemps. C'est une question de temps, oui. Voilà pour la théorie. Est-ce qu'il y a encore des questions sur la théorie avant qu'on passe? Je voulais faire un peu un tour des stars du rayon. Non, moi c'est bon. Oui? Ok, d'accord. Alors, stars du rayon, sur un petit liste, j'ai les avocats. Les avocats, ils sont là, juste ici. L'avocat, riche en graisse, on ne peut pas tout à fait dire qu'il soit local, hein, ça il faut le dire. Mais riche en graisse, en fait la graisse que contient l'avocat, c'est la même que l'huile d'olive. C'est des graisses monoinsaturées, on en parlera lors du cours sur les huiles, et c'est vraiment la graisse qu'on devrait prendre le plus. Donc très bon aliment, très riche en graisse, très riche en graisse, en fibres aussi, étonnamment, on n'a pas l'impression. J'avais aussi lu la vitamine PP ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a une vitamine particulière dans l'avocat qui, paraît-il, permet de bien récupérer les cuites. Bon, à tester. Toujours bon, okay. Non, c'est testé déjà. Ah, c'est testé. Ok, je vais rajouter à la liste. Alors, on a le kale, qui est là-bas, ou en bon français, chou fermier frisé. Ouais.
Donc il est riche en vitamine A, en vitamine C, en vitamine K, en potassium et en calcium. On peut le manger cru, mais si les feuilles sont un peu plus vieilles, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est un peu coriace. Mais on peut le cuire 5 minutes à la vapeur et il est délicieux. En jus aussi, hein, c'est terrible. Ah, en jus, oui, génial. Ouais. Il passe tout seul dans la machine. Aujourd'hui, là. Oui. Alors, on a le radis noir. Est-ce qu'on en voit? Si, il est là. Je pense qu'il est de l'autre côté. Pas sûr qu'il y en ait. Ah non, pas aujourd'hui. Donc le radis noir qui se présente sous forme de boule ou bien allongé et qui est connu, hein, il est très bon pour le foie. On peut aussi le manger cru en carpaccio comme ça, coupé tout fin avec un peu de sel et d'huile d'olive. La racine de persil, je suppose qu'il n'y en a pas non plus, c'est pas vraiment la saison. Mais ça c'est juste pour le goût. Elle apporte sûrement beaucoup de choses aussi, mais je trouve qu'au goût elle est juste exceptionnelle. C'est plutôt automne ça? C'est plutôt automne-hiver. Ah, qu'est-ce qu'on a là? C'est un panais non, ou... ça, alors, il y a le petit truc pour retenir qui est qui. C'est que le panais, il fait un renfoncement avant de faire la bosse. Mais ça, c'est rare de les avoir avec la tige qui sort. On va essayer d'en trouver un qui nous... Oui, il y a quand même un renfoncement. Hein. Donc quand il y a un renfoncement comme ça, normalement c'est un panais. La racine de persil, elle fait une boule tout de suite. Quand on n'a pas d'indication sur ce que c'est. Mais normalement, c'est plus un légume racine et c'est vraiment plus automne-hiver. Ouais. Et le radis noir, c'est un effet de purge sur le foie? Oui, le radis noir il va activer tout ce qui est vésicule biliaire aussi, donc il va travailler un peu sur le couple vésicule biliaire-foie pour aider à détoxifier. On a les épinards qui poussent très bien en hiver, mais normalement aussi en été. Pas aujourd'hui. Pas de petits épinards. Même pas des jeunes pousses? Non. Épinard, lui, super pour le jus aussi. Il est très riche en nutriments. Ah, il y en a un autre. C'est marrant, j'ai lu il y a 2 jours la légende du fer dans l'épinard. C'est en 1800, début 19e siècle en fait, un biologiste qui avait fait des recherches américain sur l'épinard. Et en fait, sa secrétaire a mal retranscrit les valeurs. Et du coup, c'était exceptionnel au niveau parce qu'elle avait oublié une virgule en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, vu ça, c'était 10 fois plus. Voilà. Oui. Et du coup, ça a été démenti un siècle plus tard, mais c'est resté dans enfin, tout le monde. Il y a continue. Un peu de fer dans les épinards, mais pas du tout ce qu'on pense. Il y en a beaucoup plus dans le persil. Dans le persil, là-bas, Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant pour tout ce qui est fer. On a quoi? On a le shiitake. Shiitake là-haut. Oui. Bon, reconnu lui pour tout ce qui est système immunitaire, renforcer le système immunitaire. Il y en a des frais, il y en a des séchés. Le persil, on vient de le dire, donc riche en fer et en vitamine C. Et ce qui est top, c'est que quand on prend du fer qui n'est pas d'origine animale, donc comme par exemple dans le persil, on a besoin de vitamine C pour l'assimiler. Et le persil, c'est top, il nous offre les deux. Et encore mieux, c'est une salade de lentilles avec du citron et du persil. Parce que les lentilles sont riches en fer aussi. On rajoute le citron pour la vitamine C, plus le fer, et ça c'est génial. Le pourpier, pas sûr, donc il y a surtout du pourpier en hiver, mais il existe aussi du pourpier d'été. Là, on a des oméga 3. D'ailleurs, le pourpier d'été, les feuilles sont comme ça assez grosses et quand on les mâche, on a l'impression d'avoir un petit peu de gras en bouche, effectivement. Donc beaucoup d'oméga 3 dans le pourpier. Le chou rave, on en a déjà parlé. Donc dans tous les choux, il y a des composés anti-cancer. Et en plus, là, on a vraiment beaucoup de vitamine C dans le chou rave. Le curcuma. Donc le curcuma, pour l'instant, c'est le meilleur complément anti-cancer. Il est anti-inflammatoire. Il y a tellement de choses à dire. Lui, il est antioxydant, anti-inflammatoire. Mais attention, il dilue le sang. Donc si quelqu'un prend déjà des médicaments pour fluidifier le sang, il faut faire attention au point de vue curcuma. Super évidemment dans les jus. Il est aussi hépatoprotecteur. Il a tellement de propriétés. Lui et le gingembre. Par exemple, si vous faites des jus, essayez toujours d'avoir l'un ou l'autre, ou même les deux, dedans. Parce que là aussi, on a vraiment le côté anti-inflammatoire, antioxydant, super contre les nausées pour les femmes enceintes.
tout ce qui est, oui, l'aide à la digestion. Il diminue la résistance à l'insuline, donc très bon en cas de diabète de type 2 aussi. Et alors, qui j'avais encore? Dans les choux, il y a le chou chinois, qui est très chouette dans les jus. Le chou chinois qu'on peut mettre dans les jus et qu'on peut manger cru ou qu'on peut manger cuit dans les wok. Hein. Il est connu pour les wok. Mais donc lui, très chouette chou, facile à utiliser. Et un que j'adore aussi, je ne sais pas s'il y en a. Ça, c'est des choux blancs. Tu cherches le chou pointu? Je cherche le chou pointu, oui. Ouais, j'en vois pas. Donc le chou pointu, lui, je l'aime vraiment beaucoup pour remplacer les salades quand c'est pas la saison des salades, parce qu'on peut le couper tout fin. Il résiste il résiste super bien au frigo, donc plus facile à conserver qu'une salade. Et il peut se manger cru ou cuit. J'ai fait le tour de mes chouchous. Je sais pas s'il y a encore un autre fruit, un autre légume. Ben, dans tout ce que tu as cité, on n'avait pas les bleus mauves. Je sais pas les bleus mauves, là maintenant en été. Là, ça dans les fruits, mais tu as l'aubergine. Oui, l'aubergine qui fait partie des. Comment ça s'appelle? J'ai le nom en allemand en tête. C'est pas les solanacées? C'est possible. Hein. En tout cas, tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre. Certaines personnes ont des problèmes quand ils en mangent trop. Mais effectivement, le composé bleu en lui-même est très intéressant, très anti-cancer aussi. La star dans ce rayon-là étant la myrtille, mais pas celle-là. Ça, c'est la myrtille américaine. Quand vous croquez dedans, elle est blanche à l'intérieur. Okay. Donc elle est beaucoup moins chargée en anthocyanes, qui sont ces composés bleus. Par contre, en surgelé, il y a les petites myrtilles sauvages bleues. Et ça, c'est toujours chouette à avoir chez soi, même en hiver, pour rajouter un smoothie, pour rajouter un dessert, pour rajouter un fruit, pour avoir ces anthocyanes qui sont ces antioxydants très forts. Ok. Et ouais. Bon, elle a d'autres chouettes vertus aussi pour la vision, hein, les myrtilles. Oui. Et la myrtille, c'est dommage qu'on ne sache pas, on ne sait pas planter des myrtilles sauvages dans son jardin. Il faudrait vraiment aller dans les forêts. Mais bon, celle-là, c'est déjà ça, mais c'est pas. Bah là, on voit bien, tiens. Là, c'est des stades de croissance différents, en fait. Oui, donc le poivron rouge, il est mûr. Le poivron vert n'est pas mûr. Donc beaucoup de gens pensent qu'ils ne supportent pas les poivrons. Et au fait, s'ils mangent des poivrons rouges, tout va très bien. C'est les poivrons verts qui ne supportent pas parce qu'ils ne sont pas mûrs. Alors là, on le voit sur celui-là, il est en train de passer de vert à rouge. Mais l'orange, c'est une autre variété. L'orange, c'est une autre variété. Okay. On voit qu'il y a un peu de vert aussi, mais l'orange ne passera pas au rouge après. Ok. Et le jaune aussi, pareil, c'est une autre variété. Oui. La courgette, maintenant, il y a tout plein de courgettes là en été. Et ce qu'il faut vraiment essayer d'avoir, c'est le plus de variétés possible. Donc encore une fois, les couleurs. Pas s'arrêter rien qu'au star, mais vraiment essayer de varier le bien sûr. Et avoir du cru et du cuit. Le fenouil, personnellement, pour moi, c'est une des stars du jus en tout cas, parce qu'il donne beaucoup de jus et il aide bien à la digestion aussi. Donc lui, c'est un grand anticarminatif, donc il aide justement à éliminer tout ce qui est gaz. Donc si vous avez des clients qui disent j'ai des problèmes de gaz, la première chose à dire, de manger un peu de fenouil, prenez du thé de fenouil, on donne ça au bébé déjà. Les graines. Dans les restaurants indiens, ils mettent des graines de fenouil après le repas. Ouais. Donc oui, effectivement, le fenouil, très intéressant aussi. Tiens, des chicons. Je suis étonnée qu'on ait des chicons. Ouais. Le chicon, il y a le côté amer dans le chicon, comme dans les salades, qui est très bon en médecine chinoise pour tout ce qui est cœur. Ouais. Il renforce le cœur, mais il draine le foie. Comme toujours, il y a un effet. Oui, qui se suivent l'un l'autre. Ouais. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup.